Les Orléanais connaissent bien ce clair de terre de ce bâtiment. Dans ce nouveau Science on Tourne, je vous propose de rentrer à l'intérieur de ce bâtiment, à la rencontre de chercheurs passionnés sur l'espace, pour parler ensemble d'une mission qu'on appelle Taranis. Monsieur Stagiaire, bonjour. Marie-Laure, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre laboratoire. Bienvenue au LPC2E, le laboratoire de physique et chimie de l'environnement et de l'espace. Alors qu'est-ce que concrètement vous faites chez vous? Nous étudions la physique et la chimie, c'est-à-dire la science de ce qui se passe dans l'espace ou dans la très haute atmosphère. Et donc vous travaillez sur des missions spatiales. Nous travaillons sur des instruments qui volent sur des missions spatiales comme Taranis, dont on va parler aujourd'hui, ou bien plus récemment Rosetta, et dont on a beaucoup parlé lorsqu'elle a été visiter la comète Chury. Bien sûr. Et nous avons ici une maquette de Rosetta que je peux vous emmener voir pour vous montrer nos instruments. Avec plaisir. Rosetta, donc voici une maquette qui est au 7e, c'est-à-dire que la sonde était grosse comme une petite camionnette. C'est un vaisseau envoyé par l'Agence spatiale européenne sur laquelle sont placés des tas d'instruments qui nous renseignent sur l'ensemble des mesures qu'on souhaite faire pour comprendre ce qui se passe là-haut. Et c'est typiquement ce qu'on fait. On produit des instruments comme celui-ci et puis un autre, c'est notre contribution à la mission scientifique. On fait aussi des instruments qui volent sur des nacelles placées sous des ballons stratosphériques pour étudier la physique et la chimie de l'environnement. Vous avez ici une maquette d'une sonde qui s'appelait Déméter. C'est un satellite qui a tourné autour de la Terre pendant une dizaine d'années, dont la plateforme est similaire à celle de Taranis. Porteur d'instruments, là aussi, fait pour mesurer l'environnement ionisé de la Terre. C'est les instruments ici dont nous sommes les spécialistes et qu'on a produits avec leur électronique pour être placés à bord de Déméter ou à bord de missions précédentes similaires. Alors pour concevoir, réaliser et exploiter ces instruments, ça demande des compétences très particulières qui sont réunies dans ce qu'on appelle les laboratoires spatiaux du CNRS. Et en l'occurrence, nous, on est un laboratoire du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, et de l'Université d'Orléans. On sera bientôt aussi d'ailleurs sous la tutelle du CNES, le Centre national d'études spatiales, parce qu'on fait partie de cette petite famille de laboratoires avec ces compétences très particulières qui reposent sur toute une chaîne depuis les chercheurs très spécialisés jusqu'aux ingénieurs qui réalisent ces instruments qui sont des véritables bijoux et tout l'environnement technique, administratif qui permet de faire fonctionner cette chaîne de manière très efficace, garantissant un résultat à la hauteur de ce qu'on attend d'un instrument spatial. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter plus particulièrement la mission Taranis du CNES, dont Jean-Louis Pinson, qui est ici avec une maquette du satellite, est le responsable scientifique. Alors justement, le projet Taranis, d'où vient ce nom? Alors, je suppose que si vous avez lu Astérix Obélix, vous savez que Taranis, c'est le dieu gaulois des orages. Ce n'est pas par hasard si on appelait cette mission Taranis, c'est que précisément, les phénomènes auxquels on s'intéresse sont en rapport avec les orages. Et je vous invite avec moi à venir en discuter avec mon collègue Sébastien Célestin dans le laboratoire. Alors l'origine de la mission Taranis, c'est la découverte au début des années 90 qu'il se passait des phénomènes assez étranges et mystérieux au-dessus des orages. Alors c'est une découverte complètement fortuite, comme souvent en physique. C'est une équipe américaine qui avait développé une caméra pour une fusée, qui est sortie la tester pendant la nuit, qui a visé une certaine étoile, qui a fait ses prises de vue. Et il se trouve qu'il y avait un orage à ce moment-là en dessous de l'étoile, mais ça ne gênait pas la prise de vue. Ils sont rentrés au laboratoire, ils ont développé leurs images, et à leur grande surprise, ils se sont aperçus qu'il y avait des phénomènes lumineux qui apparaissaient sur leurs images. C'était la première image d'un sprite. Alors, suite à cette première découverte, ça a lancé en fait dans la communauté scientifique toute une chasse aux phénomènes lumineux au-dessus des orages. Et cette chasse a été extrêmement fructueuse parce que pendant une dizaine d'années, on n'a pas arrêté de découvrir des phénomènes différents. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un exemple de ces phénomènes lumineux. Et donc là, on voit ce qu'on appelle un jet géant, qui part de la surface du nuage de l'orage et il s'en va jusqu'au sommet de l'atmosphère, c'est-à-dire une centaine de kilomètres au-dessus. Alors le bilan de toutes ces découvertes, il est présenté sur cette diapositive-là. Donc on retrouve un peu les jets géants, on retrouve aussi le sprite, mais on voit aussi qu'il y a aussi d'autres phénomènes qui sont les elfes. Vous voyez, tout ça, ça se produit à des altitudes complètement différentes.
Et les durées de vie en fait, de ces phénomènes sont aussi complètement différentes. Hein. C'est de l'ordre de la milliseconde pour un elfe, quelques millisecondes pour les sprites, et ça peut aller jusqu'à 1 seconde pour les jets de géants. Donc on regroupe en fait tous ces phénomènes lumineux sous un terme générique qu'on appelle les événements lumineux transitoires, et en anglais ça fait l'acronyme TLE. Bien, mais ce n'est pas le fin mot de l'histoire, en fait. On a également découvert, hein, à peu près dans la même période de temps, que les orages, sous certaines conditions, peuvent se comporter aussi comme des accélérateurs de particules. Et ça, c'est le domaine de Sébastien ici présent. Ce que j'étudie, c'est cette accélération de particules et la manière dont elle conduit à un flash de rayons gamma au-dessus de l'orage. Vous voyez ici une animation. On voit la position des rayons gamma, ici, qui se propagent vers l'espace, et tout un tas de particules secondaires qui sont produites dans l'atmosphère. Et cet événement constitue en fait ce qu'on appelle le flash gamma terrestre, ou le TGF. Et ce qui nous a particulièrement surpris par rapport à la découverte de ces événements gamma, c'est que d'habitude, ces événements sont produits par des explosions violentes dans l'univers, par exemple des supernovas ou des collisions d'étoiles à neutrons. Et là, en fait, ce sont simplement les orages qui produisent ces événements. Mais rassurez-vous, ce sont des événements qui durent un temps très court, de l'ordre de la centaine de microsecondes, et qui bien sûr produisent beaucoup moins de photons qu'une supernova. Maintenant, ce qu'on veut étudier, c'est l'impact de ces TGF et de ces TLE sur l'atmosphère d'une manière générale, c'est-à-dire leur impact sur la chimie de l'atmosphère, leur impact sur l'ionosphère, et leur impact, par exemple, sur la propagation des ondes radio dans l'atmosphère. Pour quantifier l'impact de ces phénomènes, il faut en savoir plus sur les mécanismes à l'œuvre. Malheureusement, acquérir des données scientifiques n'est pas possible à partir du sol, donc il nous a fallu développer une instrumentation adaptée et la mettre à bord d'une mission spatiale. C'est l'objet de la mission Taranis. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour passer du concept d'une mission spatiale au lancement du satellite, ça nécessite pas mal de temps. Par exemple, dans le cas de Taranis, le concept a émergé au début des années 2000, et le lancement sera effectué au milieu des années 2019. Donc on voit, ça fait quand même pas mal de temps. Alors l'objectif principal de la mission Taranis, c'est de fournir à la communauté scientifique les données qui lui manquent pour bien comprendre en fait tous les mécanismes à l'œuvre dans les TLE, les TGF. Donc pour ça, il va nous falloir faire un certain nombre de mesures complémentaires pour identifier toutes les signatures potentielles associées à ces phénomènes, étudier les relations possibles entre ces différents phénomènes, pour l'instant on ne sait pas exactement quels sont les liens entre eux, et puis finalement, lorsqu'on aura toutes ces informations, distinguer parmi tous les modèles existants lesquels sont les mieux adaptés aux données, et puis une fois qu'on aura tout ça, on pourra commencer à quantifier l'impact de ces phénomènes sur l'atmosphère. Pour réaliser l'objectif scientifique de Taranis, il a fallu développer une instrumentation spécifique, et notamment, on a vu qu'il fallait identifier les TGF, ces fameuses bouffées de rayonnement gamma d'origine terrestre. Et donc pour cela, on a développé un instrument gamma, qui est un détecteur gamma, qui est installé sur la face qui regarde la Terre, d'où proviendront les rayonnements gamma. Un autre objectif clé de Taranis, c'est d'apporter des informations nouvelles sur les TLE, ces fameux phénomènes lumineux transitoires qui apparaissent au-dessus des orages. Et donc on a développé pour la mission un ensemble d'instruments optiques. Donc là vous pouvez voir les 4 photomètres de la mission, et puis on a aussi 2 microcaméras qui vont servir donc à relever et identifier les signatures lumineuses de ces phénomènes. Pour finir cette présentation de l'instrumentation, Taranis sera équipé d'un ensemble d'instruments complémentaires, notamment des capteurs électriques et magnétiques qui permettront de mesurer les champs électriques et magnétiques éventuellement associés à ces phénomènes. Il sera également équipé d'un détecteur d'électrons énergétiques. Jean-Louis vous a parlé tout à l'heure de la mission Taranis et des objectifs scientifiques de la mission Taranis. À partir de ces objectifs, maintenant, au niveau technique, il faut construire un ensemble d'instruments, ce que l'on appelle, nous, dans le métier, un consortium instrumental, qui va répondre aux objectifs scientifiques de la mission. Alors, le consortium instrumental est composé de différents instruments venant de la France, 5 laboratoires participant à Taranis, et aussi de collaborations internationales avec des collaborations aux USA, en Pologne et en République tchèque. Taranis est une mission du CNES, Agence française de l'espace. Les laboratoires scientifiques fournissent les instruments qui vont être ensuite intégrés, donc livrés au CNES, puis intégrés sur le satellite qui est sous responsabilité du CNES.
Donc, le LPC2E est responsable du consortium scientifique. Ce consortium, comme je vous l'ai dit, de 8 instruments, doit être vu comme un seul gros instrument. Donc avec une partie optique, une partie particule et une partie onde. Et tous ces 8 instruments doivent fonctionner de la même façon, dans les mêmes modes de fonctionnement, pour regarder les mêmes événements scientifiques de Taranis. La contribution du laboratoire à l'instrumentation du Taranis, eh bien, ce sont les instruments magnétiques et électriques haute fréquence de Taranis. Ce sont des instruments qui nécessitent un savoir-faire particulier et c'est le cœur de métier du laboratoire. Nous fournissons aussi également une électronique spécifique associée à la mission Taranis. Donc sur Taranis, le LPC2E a eu la responsabilité de fournir 2 capteurs qui sont embarqués sur le satellite. Le capteur IMM qui est dédié à la mesure du champ magnétique et le capteur IMU-HF qui est lui dédié à la mesure du champ électrique haute fréquence. Donc là, on a le modèle d'ingénierie du capteur IMM. À quoi sert le modèle d'ingénierie? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour développer un instrument embarqué sur un satellite, on ne fabrique pas directement le modèle de vol qui est monté sur le satellite. Il y a toute une phase de développement de l'instrument. On commence par réaliser un prototype de l'instrument, voire même des prototypes des parties de l'instrument afin de valider le concept et le principe de réalisation. Plusieurs études afin de définir les interfaces mécaniques, les interfaces thermiques. Et ensuite, on fabrique le modèle d'ingénierie qui est une copie conforme du modèle de vol. Donc en termes de masse, dimension, performance, tout est identique au modèle qui sera monté sur le satellite et on le teste également avec tous les autres instruments du satellite. Et une fois que tous ces tests et toutes ces performances sont validées, on peut fabriquer le modèle de vol. Donc là, je vais vous montrer comment on réalise un capteur magnétique, ou comme le capteur IMM, ou plus exactement le principe de fonctionnement. Donc le capteur IMM, c'est un capteur de type Serge Coil. C'est constitué en fait de 3 antennes magnétiques comme celle-là. Donc on peut les voir ici, les 3 antennes. Chaque antenne permet de mesurer les composantes du vecteur champ magnétique X, Y et Z. Donc c'est constitué d'un noyau magnétique en ferrite qui va concentrer les lignes de champ. Et par-dessus ce noyau, on va faire un bobinage de 13 000 spires qui va permettre de récupérer le signal. Donc, une fois qu'on a le signal issu des antennes magnétiques, et avant de l'envoyer dans les modules de numérisation situés dans les boîtiers Mexique, il va passer par une électronique d'amplification comme celle-là. Donc c'est une électronique miniaturisée. Ça permet de répondre aux contraintes du spatial, d'avoir des instruments très petits et de très faible masse. Et là, on peut l'intégrer à l'intérieur du pied de l'instrument. Donc cette électronique miniaturisée, elle a été conçue au laboratoire, mais par contre, dans le cas particulier du spatial, la fabrication doit être confiée à des entreprises spécialisées qui ont l'agrément des agences spatiales comme le CNES ou l'ESA, afin d'en garantir la fiabilité. Donc une fois qu'on a fabriqué l'instrument, on va lui faire subir plusieurs tests afin de vérifier ses performances et être sûr qu'elles sont conformes aux besoins scientifiques de la mission. Donc c'est des essais de vérification du niveau de bruit, de performance et bien sûr l'étalonnage, ce qu'on peut voir ici en cours. La spécificité des capteurs magnétiques, c'est qu'ils sont très sensibles aux parasites extérieurs, aux parasites ambiants. Donc on est obligé de faire les mesures avec l'instrument mis dans des blindages. Donc on a ici en cuivre une cage de Faraday et à l'intérieur on a 4 caisses de blindage, c'est en mu-métal, qui permettent de se blinder et de s'affranchir des parasites magnétiques. Donc ici pour tester le capteur magnétique, on utilise un système qui s'appelle des bobines de Helmholtz. C'est 2 boucles en fait qui permettent de générer un champ magnétique sur l'axe du capteur. Et donc grâce à ça, on injecte un champ magnétique que l'on connaît et on vérifie en sortie du capteur le signal mesuré afin de s'assurer qu'il soit conforme à nos attentes. Donc une fois qu'on a testé l'instrument et vérifié ses performances, l'étape d'après, c'est les essais de qualification qui permettent de vérifier que l'instrument va supporter les contraintes environnementales de la mission. Donc là, je vous propose de voir ça à travers l'instrument IMU-HF que Aude-Lise va vous présenter. Il est composé de 2 brins d'antenne que l'on peut voir ici. Ce sont 2 brins identiques
Ils mesurent chacun 1 mètre de long et pèsent 250 grammes. Les antennes sont peintes en noir pour éviter d'éblouir les instruments optiques. Alors je vais vous présenter les essais en vibration. Donc, ce sont des essais qui se sont passés sur le modèle de vol IME-HF. Cela nécessite des infrastructures particulières, donc ils ont eu lieu chez un sous-traitant à Intespace à Toulouse. Donc là, sur cette vidéo, on peut voir que l'antenne vibre selon un axe et la fréquence de vibration augmente au fur et à mesure. Les vibrations permettent de valider que l'instrument pourra résister au lancement de la fusée. Maintenant, on va passer aux essais chocs qui permettent de vérifier que l'instrument résistera également au choc qu'il subira lorsque la fusée aura atteint l'orbite et que le satellite sera expulsé de la fusée. Donc, les essais en choc consistent à envoyer un bélier au niveau de l'antenne, donc pas directement dessus. Et donc au préalable, le technicien de cette entreprise avait fait des mesures permettant d'étalonner le choc et connaissait exactement le niveau de choc que l'antenne allait recevoir. Donc maintenant, on va passer au dernier essai mécanique. Donc il s'agit du déploiement des antennes. Quand le satellite sera lancé, les antennes sont en position repliée. Et une fois que le satellite sera positionné en orbite, il faudra les ouvrir. Donc ce test permet de vérifier que l'antenne résiste bien au choc qu'elle subira. Un dernier essai consiste à tester les antennes thermiquement. Donc ce sont des antennes qui sont placées dans une cuve à vide et on va les tester entre des températures allant de moins 50 degrés à plus 80 degrés. Et donc une fois qu'on a réalisé tous ces tests, on a prouvé que l'antenne était qualifiée et elle est prête à partir. Alors, dans le cas de Taranis, on avait un problème particulier à résoudre. Notre objectif, c'est de mesurer des phénomènes transitoires très brefs qui se produisent au-dessus des orages de façon aléatoire. Et notre satellite se déplacera à 7 km par seconde au-dessus des orages. Donc il nous a fallu trouver un moyen de récupérer juste les données qui nous intéressent, de maximiser le retour scientifique des données. Et pour cela, il nous a fallu développer une électronique spécifique avec de l'intelligence embarquée. Cette électronique, elle s'appelle MECSIC. Donc je vais vous parler du MECSIC. Donc le MECSIC, c'est un acronyme qui veut dire Multi-Experiment Interface Controller. Donc ce sont des boîtiers qu'on embarque à bord du satellite Taranis qui contient tous les analyseurs des capteurs et un contrôleur d'interface qui gère toute cette électronique de traitement du signal et de l'image. Alors donc les modules, les boîtiers MECSIC ne sont pas ici sur cette table. Parce qu'ils ont été terminés, les modèles de vol ont été terminés et livrés au CNES. Et de plus, j'aurais pas pu vous les montrer ici parce qu'il faut un environnement spécifique pour les modèles de vol qui ne sont pas compatibles avec l'environnement ici qui est plein de poussière en fait, qui est sale. Pour réaliser donc ces modules, ces boîtiers électroniques, au laboratoire, on s'est inspiré d'un équipement qu'on avait déjà développé, qui est Demeter, qui est présent ici, qui a un empilement de cartes électroniques. Sauf que Taranis était tellement gros qu'on n'a pas pu faire comme Demeter, on en a fait deux. Donc, on en a fait deux sur le même principe avec le module d'alimentation en bas, un module de gestion et les modules de traitement des capteurs empilés les uns sur les autres. À l'intérieur des modules, il y a au moins une carte électronique qui se compose de composants très spécifiques pour le spatial, dont certains sont très onéreux. Ça peut aller jusqu'à 120 000 € un composant électronique. Ce sont des composants programmables qui nécessitent des études assez longues, une ingénierie assez pointue pour réaliser la programmation de ces composants. Alors réaliser une carte électronique pour le spatial, ça n'a rien à voir avec réaliser une carte électronique pour des équipements au sol, terrestres. À savoir, il faut prendre en compte toutes les contraintes qu'on a, qui sont liées au lancement, donc les vibrations du lancement. Il y a les chocs, mais il y a aussi la faible consommation. À bord, il faut que ça consomme très peu. Et il y a l'environnement que voit le satellite, donc l'environnement thermique, il voit du chaud, du froid, il voit aussi des radiations, les mêmes types de radiations qu'il y a dans une centrale nucléaire, par exemple. Faire fabriquer une carte électronique donc, pour le spatial nécessite de prendre beaucoup de précautions, à la fois dans la fabrication de la carte électronique en elle-même, mais aussi au câblage des composants, souder les composants, et à tester la carte, l'ensemble. Parce qu'ici, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit au bug. Nous-mêmes, au laboratoire, on prend beaucoup de précautions pour la manipulation et le test des équipements.
Donc déjà, moi-même, je suis relié à la masse, hein, au 0 volt, par un fil, pour éviter de mettre des décharges électrostatiques, d'endommager les composants lorsque je manipule les cartes électroniques, mais aussi pour les modèles de vol, mis à part qu'il y a beaucoup de tests à réaliser sur les composants sur la carte, on manipule nos équipements en salle blanche dans un environnement propre et sain d'un point de vue électrostatique. Tout comme les équipements de test qui sont utilisés pour tester les équipements de vol. Ils font l'objet d'une attention particulière au niveau de leur fiabilité, de leur sécurité. Les logiciels aussi sont vérifiés et les instruments de mesure sont étalonnés. À l'intérieur du Mexique, il y a des cartes électroniques qui analysent des phénomènes très courts, donc qui génèrent beaucoup de données, qui génèrent des données haute résolution, qu'on ne peut pas transférer au sol. On ne peut pas transférer l'intégralité de ces données au sol. Donc une des spécificités de Mexique, c'est de sélectionner exactement les données autour d'un phénomène physique qui est étudié par les scientifiques. Une autre contrainte importante pour la conception de l'équipement Mexique, c'est la précision avec laquelle on va dater les données scientifiques. Cette précision doit être mieux que 10 microsecondes. Et pour pallier à ce problème, on a mis dans le module central de gestion, on a mis une horloge unique pour l'ensemble de l'électronique. Donc face à toutes ces contraintes, on comprend facilement que concevoir ces équipements, ça a un coût. C'est la fabrication, uniquement la fabrication, c'est à peu près 1 million d'euros par module, il y en a 2. Et c'est surtout un gros travail d'équipe, je dirais à peu près une centaine d'ingénieurs, dont plusieurs du laboratoire, qui ont fait un travail très pointu. Comme vous l'avez vu aux différentes présentations qui vous ont été faites des instruments, la qualité est quelque chose de vraiment important. C'est une contrainte qui est liée au spatial, notamment pour Taranis, où différentes thématiques sont présentées et sont concernées. Donc on a la documentation, la contamination planétaire, les matériaux, les procédés, les composants, et toutes ces thématiques doivent être bien strictement gérées. Donc ça s'appelle démarche qualité assurance produit. On lie vraiment la qualité au produit et tout au long du projet, du début à la fin du projet. Pour maîtriser la contamination, nous utilisons une salle propre, comme vous pouvez le voir derrière moi. Une salle propre est une salle où la concentration particulière est maîtrisée. Dans une salle propre, il est intéressant et important d'intégrer les instruments, comme notamment ce Taranis, car ça nous permet d'éviter le dépôt de particules qui pourraient endommager des circuits électriques, par exemple, ou dégazer, par exemple, des gaz qui sont non propices à l'utilisation de nos instruments, et qui, une fois dans l'espace, pourraient contaminer les instruments aux alentours. Un projet spatial, c'est assez long, donc il est important de garantir une certaine forme de traçabilité. C'est de la documentation qu'on établit tout au long du projet, du début jusqu'à la fin du projet. La traçabilité, c'est un gain de temps et d'efficacité au final, car ça nous permet de tracer tout au long du projet à l'aide de documents toutes les petites choses qui vont être importantes sur le projet. Ça nous permet vraiment de remonter aussi à l'origine d'un problème lorsqu'il survient. Ce dont je viens de vous parler pour l'assurance produit pour Taranis, dans le cadre de Taranis, elle s'applique aussi à tous les projets du laboratoire et au laboratoire en lui-même. Ce que j'essaie de faire vraiment dans mon métier, c'est d'améliorer au quotidien le travail des personnels du laboratoire. Les instruments scientifiques sont en train d'être livrés au CNES. Ils vont être ensuite intégrés sur le satellite. Et une fois le satellite complètement intégré, ce satellite va partir pour des tests en environnement spatial, tests en thermique, tests en mécanique, pour s'assurer qu'il sera ensuite prêt à être lancé sur le site de Kourou. Une fois le lancement effectué, il faut après faire la recette en vol. Le premier mois est consacré à la recette du satellite, c'est-à-dire on vérifie que le fonctionnement du satellite et de tous ses sous-systèmes, comme par exemple les panneaux solaires, la batterie fonctionne nominalement. Le deuxième mois, lui, est dédié à la recette des instruments scientifiques. Il faut s'assurer de la même façon que tous les instruments scientifiques fonctionnent normalement. Et uniquement après cela, on pourra passer à la recette, à l'exploitation nominale de la mission. La mission Taranis est prévue pour durer 2 années. Ensuite, des extensions de 2 années sont encore possibles. Tout cela se fera en fonction de l'intérêt scientifique des données, des objectifs scientifiques, de voir comment est-ce qu'ils seront satisfaits ou si encore il y a besoin du temps d'exploitation ou si des nouveaux objectifs scientifiques
peuvent très bien arriver en cours de mission. En fin de mission, il va falloir passiver le satellite, s'assurer que tous ces éléments moteurs ne fonctionneront plus, comme par exemple vider le réservoir, vider la batterie, mettre le logiciel de bord dans une boucle infinie pour s'assurer que personne puisse en prendre ensuite le contrôle. Et le satellite étant à 700 km d'altitude, il va falloir le faire descendre, donc juste avant cette passivation, garder une petite partie de son énergie pour le faire descendre et s'assurer ensuite qu'il va bien brûler dans les 25 ans. Avec le satellite Taranis, il y a aussi à prendre en compte dans le système général un centre de contrôle qui se trouve au CNES à Toulouse. Tout ça pour surveiller et contrôler le fonctionnement du satellite. Des stations de télémesure et télécommande pour communiquer avec le satellite. Et aussi un centre de mission scientifique qui se trouve aussi au LPC2O Orléans, avec lequel toute l'équipe va travailler pour communiquer aussi avec les instruments de la charge utile scientifique. Derrière moi se trouvent les écrans de contrôle, ce n'est pas très impressionnant, c'est tout ce qu'il suffit, tout ce qu'il faut pour surveiller et piloter les instruments scientifiques. Ces écrans ou ce monitoring est relié au serveur qui se trouve dans une salle climatisée. Alors, le travail sur le CMST a commencé il y a déjà 5 ans, parce que le CMST en tant que composant de système du satellite et donc de l'environnement de Taranis doit être prêt le jour J, le jour du lancement. C'est-à-dire que pour le CMST, il a fallu d'abord le définir et ensuite passer toutes les étapes de qualification, de répétition des séances de commande avec les instruments, avec le satellite, tout ça pour être prêt le jour du lancement et éviter qu'il y ait toute anomalie, toute erreur ou tout dysfonctionnement. Et au niveau du fonctionnement, c'est donc Jean-Yves qui sera le responsable de l'exploitation du système, du centre de mission Taranis. Pour acquérir des données, il faut tout d'abord que le centre de mission élabore des plans de programmation pour programmer les instruments à bord du satellite. Donc on fait ça 2 fois par semaine. Les instruments du satellite vont alors acquérir des données qui seront transmises au sol sur des stations de réception à haute latitude, données qui seront ensuite transmises dans un centre de données à Toulouse. Et via Internet, nous allons les télécharger 2 fois par jour pour les traiter et les mettre en forme pour les scientifiques. Chaque jour, nous recevons 4 gigaoctets de données brutes que nous devons traiter grâce à environ 90 programmes qui ont été développés par les laboratoires qui collaborent sur le projet. Et en tout, toutes ces données sont stockées sur des serveurs d'une capacité totale de 75 téraoctets. La fonctionnalité sans doute la plus importante pour le scientifique est la distribution des données. Le centre de mission scientifique de Taranis est l'unique point d'accès aux données qui seront accessibles au travers d'un serveur web. Nous sommes fin 2017 et le lancement est prévu pour la mi-2019. Les instruments ont été livrés au CNES pour assemblage, intégration et test, mais on ne reste pas les bras croisés en attendant. En préparation de la mission Taranis, on a aussi installé des capteurs sur le toit pour essayer d'observer les sprites depuis le toit du LPC2E. Et c'est Mathieu qui a la responsabilité de l'exploitation des données de ces capteurs. Et on va aller sur le toit pour vous les montrer. Donc ici nous sommes dans un centre de contrôle qui nous permet de piloter les caméras qu'on va ensuite pointer dans une direction donnée lorsqu'il y a un orage afin de détecter les sprites. Et c'est donc d'ici qu'on est en mesure de lancer les acquisitions, de récupérer les données et ensuite de les déployer dans nos serveurs pour les traitements. Ce sur quoi on travaille au laboratoire avec mes étudiants, c'est justement la théorie de ces événements-là, en particulier l'accélération de particules qui va donner lieu à un TGF. Ici, vous voyez justement des électrons qui accélèrent dans un champ électrique et qui vont émettre des photons gamma qui vont être observés par Taranis sous la forme d'un TGF. Alors, pour conclure cette présentation de Taranis, si tout va bien, dans 2 ans, on devrait enfin disposer de toutes les données nécessaires pour répondre à toutes les questions en suspens sur la physique des TLE et des TGF. Alors là, je me trouve devant encore la maquette de Rosetta, qui a été un énorme succès pour la communauté scientifique, et sur lequel on va encore devoir travailler pendant des années. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on ait le même genre de succès avec Taranis.
Alors un dernier mot, c'est que vous avez vu que les missions spatiales produisent des moissons de données à exploiter. Et pour exploiter ces données, pour inventer de nouveaux projets et les mener à bien, on a vraiment besoin des compétences de tous. On a besoin de jeunes chercheurs, de jeunes chercheuses et d'ingénieurs dans tous les corps de métier. Et bien on attend que vous.